ne faut écrire que lorsqu'on sent en soi quelque chose d'absolument nouveau, d'important, qu'on voit, mais qui est inintelligible aux autres, et que le besoin d'exprimer cette chose ne vous laisse pas en repos. 30 juin 1890. Il avait ses yeux magnétiques, clairs, bleu clair, et des gens disaient que quand ils les regardaient, ils avaient l'impression que les yeux de Tolstoï leur sortaient par derrière la tête. Ma mère dit à un certain point dans ses souvenirs, les yeux parfois tristes et parfois si gais de papa. Et ça, c'est une chose que ma mère toujours disait et insistait, voulait que les gens sachent, que Tolstoï était gai. Tolstoï avait des fous rires et Tolstoï était blagueur. Il était très observateur. Il aimait la vie aussi, hein. Et la nature. Des dizaines de photos de Léon Tolstoï, quelques films aussi, sont parvenus jusqu'à nous. On le voit travailler dans les champs avec les paysans de Yasnaya Polyane, parler avec les enfants de l'école qu'il avait fondée, en promenade, à cheval, devant son piano, et bien sûr, penché sur sa table de travail. Tolstoï a laissé des milliers de pages, avec, au cœur de cette œuvre immense, 3 romans magnifiques, Guerre et paix, Anna Karénine et Résurrection. Des romans qui, avec ceux de Dostoïevski, vont marquer de façon définitive l'histoire du roman occidental. Le but d'un artiste, disait Tolstoï, n'est pas de résoudre une question de façon incontestable, mais de faire aimer la vie dans ses innombrables, inépuisables manifestations. De nombreux témoignages rapportent que Tolstoï, parfois rieur, était profondément irascible. Il avait une colère intérieure qui lui venait de la conviction que le monde n'était pas comme il devrait être et qu'il fallait le transformer. Changer le monde, se changer soi-même, tendre vers la lumière, Tolstoï n'a cessé de le faire, toute son existence, sur tous les fronts, avec, au milieu de la vie, une grande crise spirituelle qui entraîna une modification sans retour de sa façon de voir le monde et d'écrire. Tolstoï a très tôt eu une immense soif de savoir, mais qui était toujours liée à son exigence morale. Laure Troubetskoy. Tolstoï n'a pas reçu de formation littéraire, mais ça c'était le cas de la plupart des écrivains de son époque. Il a fait des études inachevées et décevantes à la faculté de droit de l'université de Kazan, qui était une très bonne université à l'époque. Mais il a tout un projet de formation encyclopédique dont on a un témoignage dans son journal, dans lequel il fait toutes sortes de programmes. Il faut lire Shakespeare, il faut lire Homère, enfin il a des programmes de lecture extraordinaires, mais qui sont étroitement associés à son programme de formation de la volonté et de formation morale, ce qu'on appelle en russe « rabota nad saboy », le travail sur lui-même. Alors, bien entendu, son programme est désespérant parce qu'il se fixe des objectifs extrêmement élevés qu'il n'arrive pas à suivre. Donc, ce journal se transforme en examen de conscience très sévère vis-à-vis de lui-même. Mais déjà, là, il y a donc ce mélange intime d'intérêt intellectuel et d'exigence éthique. Alors, une autre chose que l'on trouve très tôt chez lui, c'est la pratique d'une écriture qui recherche à exprimer la durée, puisque son tout premier projet d'écriture s'appelait « Histoire de la journée d'hier ». Donc, histoire d'une journée dans son déroulement à travers non pas une suite d'événements spectaculaires, mais toute une succession de sensations, de petites actions. Et c'est ce qu'on le retrouvera un peu dans Enfance, qui sera sa première œuvre achevée et publiée. Et c'est l'œuvre par laquelle il se fait connaître dans la vie littéraire. Elle paraît en 1852 et elle paraît dans la mouvance littéraire progressiste qui est celle de la revue Le Contemporain.
Tolstoï est très bien accueilli par ceux qui sont les grandes autorités littéraires de l'époque, le poète Nekrasov, qui est le rédacteur en chef de la revue, Tourgueniev, qui s'est rendu célèbre par les récits d'un chasseur, et même le critique radical Tchernychevski. Quand on le compare, par exemple, à un écrivain comme Dostoïevski ou à d'autres écrivains, ses contemporains, qui ont le même âge que lui, la plupart d'entre eux ont commencé en imitant. Dostoïevski a commencé en imitant Gogol, Tourgueniev a commencé en imitant Pouchkine, etc. Michel Lecouturier. Alors que pour Tolstoï, son école, précisément, ça a été son journal intime. Et donc, du point de vue littéraire, effectivement, c'est un peu un autodidacte qui s'est formé lui-même à l'écriture, n'est-ce pas, qui a inventé un style qui n'appartient qu'à lui, un style de présentation des personnages qui puise précisément dans son expérience d'auteur de journal intime, finalement, de connaissance de soi à travers le journal intime. Ce style que l'on rattache souvent au réalisme, comment le situer plus précisément ? Alors, évidemment, il se rattache à cette école. Je parlais de Dostoïevski, je parlais de Tourgueniev, ses contemporains. Il se rattache précisément à cette floraison de romanciers réalistes qui s'est manifestée en Russie à partir des années 40 à peu près. Donc il y a effectivement une sorte d'école réaliste. Le mot réaliste appliqué à ces écrivains signifie surtout une opposition au romantisme, le retour à la réalité, à une certaine sobriété, à une certaine lucidité dans la vision du réel, le refus des illusions romanesques, romantiques, etc. Et de ce point de vue-là, Tolstoï est effectivement un réaliste comme les autres. Ce qui le distingue de ces écrivains que je citais, c'est ce que un de ses premiers critiques a appelé la dialectique de l'âme. La dialectique de l'âme, c'est-à-dire le cours spontané de la vie psychologique, ce que les romanciers du XXe siècle appelleront le monologue intérieur, cette espèce d'attention non pas seulement aux résultats de la vie psychique, aux actions, aux paroles, etc., mais à ce qui se passe vraiment dans la conscience. Ce monologue intérieur, on le retrouve d'ailleurs dans l'un des premiers récits, après Enfance, qui est La tempête de neige. Oui, effectivement, La tempête de neige est intéressante à ce point de vue-là, parce que c'est simplement la description d'une traversée de la grande steppe russe en hiver, balayée par la neige, pendant une tempête où donc le traîneau dans lequel se trouve le héros est sur le point de se perdre, finit par rejoindre un convoi et donc erre un peu, vagabonde un peu pendant toute la nuit. Donc il ne se passe rien et tout le récit est une espèce de description de ce qui se passe dans la conscience, dans la tête finalement de ce personnage pendant cette traversée. L'œil a beau chercher un nouvel objet où se poser, ni poteau, ni meule, ni palissade, rien. Partout, tout est blanc, blanc et mouvant. L'horizon paraît tantôt lointain et infini, tantôt resserré tout autour de moi à 2 pas de distance. Parfois un grand mur blanc s'élève sur la droite et court le long du traîneau, puis il disparaît soudain et se dresse devant pour s'enfuir plus loin et disparaître de nouveau. Si on jette les yeux au ciel, on a d'abord l'impression qu'il fait clair. On croit voir de petites étoiles à travers le brouillard. Mais les étoiles s'enfuient toujours plus haut, et on ne voit que la neige qui vous passe devant les yeux pour vous tomber sur le visage et sur le col de la pelisse. Le ciel est partout également clair, également blanc, incolore, monotone et en perpétuel mouvement. Léon Tolstoï, La tempête de neige. La nature, évidemment, il l'a ressenti très intimement très tôt, puisqu'il a passé toute son enfance dans ce domaine familial de Yasnaya Polyana. Et par la suite, lorsque sa notoriété littéraire naissante se confirme, il ne semble plus s'orienter dans cette direction-là, puisque la deuxième œuvre qui va attirer l'attention sur lui, ce sont les récits de Sébastopol, où il fait œuvre de correspondant de guerre, bien que la forme de ces récits ne soit pas vraiment celle de correspondance de guerre, mais c'est donc l'autre orientation de son écriture, l'écriture de
la guerre avec la problématique du courage. Mais parallèlement, il revient à la nature, et c'est la première œuvre où la nature et la guerre vont se trouver associées, dans Les Cosaques. Ce roman qu'il a repris, retravaillé pendant plusieurs années, et dont l'action se passe au Caucase, action inspirée par son expérience personnelle, puisque là, de la vie mondaine et dissolue qu'il menait à Saint-Pétersbourg, il part pour le Caucase, rejoindre son frère. Et à l'époque des Cosaques, où Tolstoï est encore très marqué par Rousseau, on a une vision quasiment panthéiste de la nature, avec cette problématique tout à fait rousseauiste de l'individu abîmé par la civilisation, ne sachant plus trop où il en est et qui cherche à retrouver dans la nature quelque chose d'essentiel. Ce personnage du héros des Cosaques, dans une scène très belle et très célèbre, se retrouve, partant à la chasse en forêt, à s'allonger à un endroit où un cerf s'est couché. Et tout d'un coup, il se sent faire partie intime du grand tout. Il a l'impression d'être ce cerf ou un insecte ou un renard. Il y a cette sensation tout d'un coup de se fondre complètement dans la nature. Et par la suite, je pense que l'image de la nature sera toujours constante dans la mesure où la nature est liée au cosmos, c'est l'image du cosmos, mais c'est dans Guerre et Paix que cette nature à dimension cosmique va être le plus présente. Il était 9 heures du matin. Une mer de brouillard noyait les vallées, mais il n'en restait plus trace sur la hauteur, près du village de Schlapanitz où se tenait Napoléon entouré de ses maréchaux. Un ciel bleu et pur s'étendait au-dessus de lui, et l'énorme globe du soleil, pareil à une grosse bouée rouge et creuse, flottait sur cette mer laiteuse. Ce jour était pour lui un jour solennel, l'anniversaire de son couronnement. Vers le matin, il avait dormi quelques heures d'un sommeil léger, et reposé, joyeux, il était monté en selle dans cette heureuse disposition d'esprit où tout paraît possible et où tout réussit. Immobile, il tenait les yeux fixés sur les hauteurs qui dominaient le brouillard, et son visage froid reflétait cette assurance, cette confiance en un bonheur bien mérité qu'on voit à des adolescents amoureux et comblés. Léon Tolstoï, Guerre et Paix. Alors, le fait que ce soit un roman, une grande œuvre, je crois que ça fait partie du dessin, précisément. Alors, il y a eu la rencontre de plusieurs facteurs. L'un est le fait qu'il s'est marié, il a tout son temps, etc. Enfin, mettons cette préoccupation qu'il a longtemps poursuivie, qui est de trouver une femme, n'est-ce pas? Il a été, effectivement, pendant toutes ces années de jeunesse, on le sent, cherchant, faisant la cour à telle et telle jeune fille, avec toujours l'espoir secret de trouver celle qui lui permettra de reconstituer son univers familial. En 1862-63, au moment où il commence Guerre et Paix, il l'a trouvé, donc il a sa liberté d'esprit, en quelque sorte, et il entreprend ce grand roman. Mais ce facteur-là coïncide avec un autre, enfin plusieurs autres d'ailleurs. D'une part, l'intérêt qu'il a toujours eu pour l'histoire. Il a commencé très tôt à lire des ouvrages historiques, et notamment des histoires de la guerre de 1812 contre Napoléon, qui est un épisode qui a beaucoup marqué la conscience de la Russie. C'est quand même un grand moment de la vie de la Russie au début du siècle, n'est-ce pas? La grande guerre de libération nationale, que les Russes appellent la grande guerre patriotique, qui est d'une certaine façon le début d'une nouvelle conscience nationale de la Russie. Tolstoï s'y est toujours intéressé, et il s'y est intéressé en historien, en lisant les histoires écrites par des historiens russes, mais également des historiens français sur l'histoire de la guerre de Napoléon, est toujours mécontent de ce qu'écrivaient ces historiens, parce qu'ils trouvaient qu'ils parlaient des grands hommes, ils parlaient des événements tels qu'ils étaient vus par les commandants des armées, etc., mais ce n'était pas l'histoire véritable telle qu'elle se faisait
au niveau de la vie de chacun. Alors son rêve, au fond, c'était d'écrire une histoire véridique, véritable, c'est-à-dire qui soit ancrée dans la vie quotidienne des gens qui ont vécu à ce moment-là. Et parmi les gens qui ont vécu à ce moment-là, il y a eu notamment son père et sa mère, qu'il n'a guère connus, mais que... alors la guerre et la paix, c'est aussi partiellement une tentative de reconstitution de la jeunesse de ses parents, son père qui renaîtra sous les traits de Nicolas Rostov, c'était Nicolas Tolstoï, donc qui est Nicolas Rostov, et sa mère, Marie Volkonski, qui deviendra Marie Bolkonski, épouse de Nicolas Rostov, n'est-ce pas? C'est à partir de cette matrice, au fond, qu'il imagine deux des personnages principaux de ce roman. Mais finalement, quelle est la vision de l'histoire? Qu'est-ce qui fait le temps? Qu'est-ce qui fait les événements? Alors, sa vision de l'histoire, c'est précisément que Napoléon n'est qu'au fond une sorte de marionnette qui croit diriger le cours des événements, alors qu'il ne fait que être l'instrument de forces plus profondes. Alors, le rôle de l'historien romancier, du romancier qui se veut historien, c'est de définir ces forces pas d'une façon précise, à la manière d'un savant qui donnerait, chiffrerait, etc., mais de donner le sentiment précisément que ce qui fait l'histoire, ce n'est pas Napoléon, c'est le peuple russe, c'est aussi bien le paysan qui brûle ses récoltes et qui refuse, qui fuit devant l'invasion et qui par conséquent contribue à isoler l'armée de Napoléon dans cet immense pays. Koutouzov Justement, Koutouzov est opposé à Napoléon parce que précisément lui est le général, celui qui occupe une place importante, mais le général modeste vis-à-vis de l'histoire, c'est-à-dire lui qui sait, modeste, pas dans l'expression extérieure, mais simplement parce qu'il ne cherche pas à diriger les événements. Il dort pendant un conseil de guerre, par exemple, c'est tout à fait caractéristique, parce qu'il sait que ce ne sont pas les ordres qu'il va donner qui vont être décisifs, c'est l'esprit de la nation qu'il incarne. Tolstoï apprécie ce rôle d'un homme public, d'un général, mais qui ne se prend pas pour un moteur de l'histoire. Bon, il faut dire que j'ai lu Guerre et paix, d'ailleurs assez tard par rapport aux adolescents de ma génération. J'ai découvert Guerre et paix à 16 ans. En Russie. En Russie, j'avais lu d'autres textes avant, mais ça a été une première lecture véritablement sérieuse de Tolstoï. Louba Jurgenson. Et d'une part, Guerre et paix bouscule tous les canons romanesques auxquels on est habitué lorsqu'on lit à l'âge de 16 ans. Guerre et paix est un texte dont on a un peu de mal à définir véritablement le genre, même si on sait que c'est un roman, mais c'est aussi une épopée, c'est un roman historique. Et le traitement très particulier des personnages représentait quelque chose de tout à fait bouleversant. C'est-à-dire, Tolstoï peint des destins, des destinées inachevées, il n'éprouve pas le besoin de conclure. Et il est intéressant aussi de voir que l'un des personnages principaux, le prince André, disparaît au milieu du roman. Et d'ailleurs, il a en quelque sorte, il connaît deux morts. Il y a cette double temporalité de la mort. Il frôle la mort une fois, mais en fait, c'est comme s'il était mort à ce moment-là, puisque c'est après sa première mort que Natacha va l'évincer finalement de sa vie. Donc il y a quelque chose de cette suspension de l'existence qui est tout à fait non conforme à la destinée du héros romanesque traditionnel. Et c'est aussi le traitement du détail qui pouvait paraître très original, parce que c'est effectivement là-dessus que Tolstoï fonde son esthétique. Et par la suite, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question de l'isolement d'un détail, dont d'ailleurs parle beaucoup Shklovsky, sur la technique de défamiliarisation aussi, qui est un des procédés quand même sur lesquels tient l'esthétique de Tolstoï, cette façon de décrire le monde comme si on le voyait pour la première fois. C'est-à-dire, Tolstoï s'attaque à la convention. Et justement, à l'âge où on commence à intégrer les conventions littéraires, se confronter à cette déconstruction de la convention est tout à fait déboussolant. On peut prendre quelques exemples de cette défamiliarisation ? Bon, l'exemple le plus connu, celui que cite Shklovsky, que citent d'autres à la suite de Shklovsky, c'est la scène où Natacha assiste à une représentation d'opéra, alors qu'elle commence déjà à être amoureuse d'Anatole. Et à ce moment-là,
cette scène d'opéra lui apparaît totalement déconstruite, c'est-à-dire elle voit non pas des personnages d'opéra, mais des gens qui ouvrent la bouche et qui laissent échapper des sons. Elle voit non pas la salle qui est représentée, mais des planches. Et surtout, elle voit non pas la lune, mais un trou dans le plafond. Et ce trou va, à mon sens, accompagner Tolstoï tout au long de ses œuvres, puisque ce sera ce trou qui donne finalement sur l'autre monde et dans lequel va s'engouffrer Ivan Ilyich au moment de sa mort. Donc c'est un trou dans la représentation du monde. Le 24 février 1870, 2 mois après la publication de Guerre et paix, Tolstoï a l'idée d'un nouveau personnage. Sofia Andreïevna note dans son journal. Hier soir, il m'a dit qu'il lui était apparu le type d'une femme mariée de la haute société, mais qui s'est perdue. Il disait que sa tâche était de montrer cette femme comme pitoyable, mais non coupable. L'idée aboutit 3 ans plus tard. Michel Le Couturier. Anna Karénine est une œuvre qui est aussi importante que Guerre et paix. C'est une œuvre qui se... On retrouve évidemment à la fois l'art du grand romancier, on retrouve d'une certaine façon ces problèmes. Le personnage de Constantin Lévin, par exemple, dans Anna Karénine, c'est un peu un personnage d'une certaine façon autobiographique ou fondé sur l'observation de soi, comme l'était Pierre Bezukhov dans Guerre et paix. Donc il y a des analogies, cela dit, c'est un roman contemporain. Par conséquent, ce qui est au centre, c'est une certaine problématique de la société contemporaine. Et cette problématique, pour Tolstoï, c'est avant tout la problématique de la famille, d'où le rôle central, évidemment, que joue une femme mal mariée, mariée à un homme qu'elle n'aime pas, et qui donc se rend coupable d'adultère, qui obéit à l'amour véritable qu'elle éprouve pour un autre homme. Et Tolstoï pose ce problème en termes moraux, tout en y répondant par l'épigraphe qui est une citation de l'Évangile où le Seigneur dit « C'est à moi qu'appartient la rétribution », c'est-à-dire ce n'est pas à la société, au fond, de juger le crime supposé de la femme adultère, dont finalement la société est elle-même responsable, puisque c'est elle qui l'a enfermée dans un mariage qui ne répondait pas à ses sentiments. Le problème, évidemment, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas dire qu'il y ait dans ce roman une réponse à ce problème moral au fond, du conflit entre le devoir conjugal imposé par la société et les sentiments véritables. Le conflit est posé, tout simplement, n'est-ce pas? Et Tolstoï laisse le lecteur libre, au fond, de lui apporter les réponses, et on a donné différentes réponses, il y a eu différentes interprétations, et du personnage, de sa culpabilité ou non-culpabilité, etc. C'est pas un roman à thèse, c'est un roman dont le but était simplement d'exposer un problème dans sa réalité concrète. Après un mot d'excuse, il allait continuer son chemin quand soudain, il se retourna, ne pouvant résister au désir de la regarder encore. Il se sentait attiré non point par la beauté pourtant très grande de cette dame, ni par l'élégance discrète qui émanait de sa personne, mais bien par l'expression toute de douceur de son charmant visage. Et précisément, elle aussi se détourna. Un court instant, ses yeux gris et brillants, que des cils épais faisaient paraître foncés, s'arrêtèrent sur lui avec bienveillance, comme s'il le reconnaissait. Puis aussitôt, elle sembla chercher quelqu'un parmi la foule. Cette rapide vision suffit à Vronsky pour remarquer la vivacité contenue qui voltigeait sur cette physionomie, animant le regard, courbant les lèvres en un sourire à peine perceptible. Regard et sourire décelaient une abondance de force refoulée. L'éclair des yeux avait beau se voiler, le demi-sourire des lèvres n'en trahissait pas moins le feu intérieur. Anna Karénine.
Tolstoï récuse la beauté froide qui est seulement celle du corps et de la chair. La beauté chez Tolstoï, c'est la beauté éclairée de l'intérieur, la beauté qui est faite de naturel. La notion de naturel et de spontanéité est très importante pour lui, et d'une sorte de dimension qui n'est pas forcément spirituelle, mais qui est tout au moins musicale, donc liée à la notion d'harmonie. C'est, face à la superbe et terrible Hélène, Natacha qui est si musicale, Natacha qui est si spontanée. Et chez Anna Karénine, il y a un peu les deux. Anna Karénine est très belle, elle est dans toute la plénitude de sa beauté de jeune femme. Elle est très spontanée, il y a en elle quelque chose de rayonnant, ce que l'on voit très bien lors de sa rencontre avec Vronsky, sa première rencontre justement à la gare. Il y a une sorte de lumière qui rayonne de ses yeux et qui fait que on la remarque tout de suite. Ça n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Mais en même temps, lors du bal où elle séduit Vronsky, là où elle est justement en état de séduction, même peut-être au moins à moitié involontaire, sa beauté a tout d'un coup, aux yeux de Kitty, sa rivale, quelque chose de diabolique. Donc elle tient vraiment ensemble les deux côtés de cette beauté. Est-ce que, Lord Trubetskoy, il y a une recherche de la beauté dans l'écriture, dans le travail stylistique, ou au contraire, est-ce que c'est une écriture rugueuse, comme on le dit parfois ? Oui, on a dit que Tolstoï écrivait mal. On l'a dit aussi de Dostoïevski. Et c'est intéressant de comparer les deux parce que cette notion de mauvaise écriture, entre guillemets, bien entendu, renvoie à des choses très différentes chez les deux écrivains. Il est vrai qu'ils n'ont pas du tout une écriture léchée, dont on peut considérer que c'est celle de Tourguenieff, d'où les limites d'ailleurs de Tourguenieff en tant qu'écrivain. Dostoïevski a une écriture fiévreuse, chaotique, alors qu'on ne peut pas dire du tout la même chose de Tolstoï. Mais Tolstoï a une écriture qui ne vise pas du tout l'effet esthétique, de même que ses personnages ne sont jamais pittoresques ni beaux pour l'effet esthétique. L'écriture de Tolstoï est assez sinueuse, avec beaucoup de propositions relatives, des incises, beaucoup de gérondifs, qui sont une construction courante en russe, mais on lui a reproché parfois l'accumulation de ces gérondifs, pour suivre tous les méandres de la conscience, toutes les nuances du sentiment, et notamment essayer de cerner le non-dit qui est sous la parole exprimée. Tolstoï est extrêmement sensible à tout ce qui ne s'exprime pas par les paroles, soit les petits gestes qui, parallèlement aux paroles, trahissent une autre préoccupation, soit les mouvements du corps, les gestes, des expressions qui justement révèlent quelque chose de beaucoup plus profond que ce qui s'exprime dans le dialogue. Donc finalement, le défi de Tolstoï, cette espèce de quadrature du cercle, c'est de trouver une écriture qui exprime par la parole ce que l'individu, dans la communication quotidienne, n'exprime pas seulement de façon verbale. Une sorte de vérité de la personne et de vérité de l'être. La méthode de composition, c'est une idée, un plan, puis une maturation longue, pour arriver finalement à cette composition des romans par scène. Oui, on sent à travers ces brouillons que ce qu'il cherche, c'est une certaine netteté dans la formulation, l'expression, etc. Et aussi de fidélité au réel. Il y a une espèce de critère de fidélité au réel. On a l'impression qu'il n'est pas content de ce qu'il écrit tant qu'il ne sent pas que ça se passe vraiment comme ça, que c'est vraiment ce qu'on peut ressentir, n'est-ce pas ? Il y a une espèce de critère d'authenticité qui intervient dans son écriture.
Il a besoin de sentir que c'est effectivement que ça correspond. C'est en cela, évidemment, qu'il est profondément réaliste. N'est-ce pas ? C'est cette espèce de besoin d'éprouver ces personnages, ces situations, les situations qu'il a imaginées par une sorte de vraisemblance, n'est-ce pas ? 4 janvier 1972, Vladimir Jankélévitch. Nos compatriotes, aujourd'hui, étudient davantage Dostoïevski. Ça, c'est la même chose. J'essaie de dévier des thèses sur Dostoïevski pour qu'elles deviennent des thèses sur Tolstoï. J'ai beaucoup de mal, parce que Dostoïevski intéresse plus les Français pour bien des raisons. D'abord parce que ça se prête plus aux recherches sciences humaines maintenant, aux psychanalystes. Il y a des tas de travaux très valables, très importants, qui vont renouveler notre connaissance de cette psychologie des profondeurs, du souterrain, l'esprit souterrain, la mémoire qui est dans un sous-sol. C'est bien une philosophie du sous-sol. Mais pour d'autres raisons, je trouve que les mystères en pleine lumière, n'est-ce pas, ceux de la guerre et la paix, ceux du prince André sur le champ de bataille d'Austerlitz, regardant les nuages, n'est-ce pas, regardant le ciel, où les nuages se pourchassent, et réfléchissant sur la vie et la mort, se disant que tout cela est insignifiant à côté de ce ciel, le mystère dans la lumière m'intéresse et m'attire davantage que le sous-sol de Dostoïevski. Et puis parce que le problème de la vie et de la mort, n'est-ce pas, est en un sens plus poignant chez ce philosophe contradictoire que Chestov a étudié aussi bizarrement. Enfin, j'ai écrit sur la mort dans le sillage d'une étude que mon père voulait faire sur Tolstoï. Il voulait faire un recueil de textes de Tolstoï sur la mort. La mort du prince André, la mort de d'Anna Karénine, Nicolas Lévin, la mort les trois morts, l'arbre, le vieux cocher, la femme de la bourgeoisie, qui se termine par la mort de l'arbre, Polikouchka et d'autres textes encore, les rassemblés avec une grande préface sur la mort, sur laquelle j'avais des notes. Et ça a été l'origine de mon livre que j'ai moi-même écrit sur la mort, et dans lesquels j'ai été très obsédé par Tolstoï, comme Tolstoï l'était par la mort elle-même. Depuis le moment où, auprès de son frère mourant, Lévin avait entrevu le problème de la vie et de la mort à la lumière des convictions nouvelles, comme il les nommait, qui de 20 à 34 ans avaient remplacé les croyances de son enfance, la vie lui était apparue plus terrible encore que la mort. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Pourquoi nous était-elle donnée? L'organisme et sa destruction, l'indestructibilité de la matière, la loi de la conservation de l'énergie, l'évolution, ces mots et les conceptions qu'ils expriment étaient sans doute intéressants du point de vue intellectuel, mais quelle utilité pouvait-il se présenter dans le courant de l'existence? Et Lévin, semblable à un homme qui, par un rude hiver, aurait échangé une chaude fourrure contre un vêtement de mousseline, sentait non par le raisonnement, mais par tout son être, qu'il était quasi nu et destiné à périr misérablement. Léon Tolstoï, Anna Karénine. Ce qui est paradoxal dans l'œuvre de Tolstoï, c'est qu'on a une vision quand même très sombre de la vie. La mort est présente partout. Donc qu'est-ce qui fait finalement l'espèce de force vitale, d'humanité que l'on éprouve à la lecture de Tolstoï? Mais je crois d'abord il y a une évolution manifeste de Tolstoï. Le Tolstoï jeune, et en particulier, c'est à ce point de vue-là qu'on peut tracer une limite entre la fin de Guerre et Paix et Anna Karénine. Guerre et Paix est un roman optimiste, en simplifiant un peu les choses, tandis qu'Anna Karénine est plutôt un roman pessimiste, effectivement, puisque même, comme vous l'avez dit, le personnage principal, Lévin, qui représente pour Tolstoï un certain idéal de vie, qui est en même temps un idéal moral, etc., il finit dans une espèce de dépression profonde qui l'amène au bord du suicide et dont il ne se guérit. Enfin, à la fin du roman, on a l'impression
qu'il en est revenu un peu, mais on ne sait pas encore par quels moyens. Donc Anna Karénine est plutôt une œuvre pessimiste, alors que Guerre et Paix est effectivement une œuvre qui est traversée par une espèce de force vitale élémentaire, qui d'ailleurs se termine par un happy end, n'est-ce pas? Les dernières images de Guerre et Paix, c'est la fondation d'une famille, la naissance d'un enfant, le bonheur retrouvé d'une jeune femme, Natacha, qui a hésité, dont il y a eu une vie sentimentale agitée et qui retrouve le bonheur précisément dans un mariage qui fait d'elle une simple mère de famille, n'est-ce pas? Elle a trouvé son rôle, mais il y a dans le final de Guerre et Paix quelque chose de très optimiste, évidemment, qui s'oppose au final d'Anna Karénine. Donc il y a une évolution entre, je crois, ce qui est chez Tolstoï fondamental et spontané, qui est cette espèce d'adhésion à la force de la vie qui est optimiste, et puis il y a la prise de conscience progressive. Alors, chez lui, elle n'est même pas progressive, elle se fait d'une façon dramatique, précisément au moment où il achève Anna Karénine, la prise de conscience, au fond, de la dimension tragique de la vie, c'est-à-dire de la mort. Alors, la mort, effectivement, il commence à en parler très tôt, mais elle ne prend une espèce de présence obsédante qui s'exprime en particulier dans une de ses grandes œuvres de la fin, qui est La mort d'Ivan Ilitch, que à partir précisément de ce moment de crise. Et c'est le moment où, précisément, une espèce de vision pessimiste, c'est-à-dire l'idée que la mort enlève son sens à tout ce que l'homme peut faire sur Terre, donc qu'il n'y a pas d'autre problème pour l'homme que d'essayer d'affronter. Et alors, c'est la foi en l'immortalité telle qu'il la défend, l'idée aussi, au fond, le sens de ce message chrétien que véhiculent ces dernières œuvres, c'est précisément que nous pouvons triompher de la mort par cette espèce de soumission à la loi de l'amour, c'est pas, qui fait qu'on triomphe de la mort. Donc il y a cette espèce de problématique de la mort qui devient tout à fait fondamentale et qui correspond à cette sorte de prise de conscience, encore une fois, de la dimension tragique de la vie qui intervient au moment où il termine Anna Karénine. Vers 50 ans, Tolstoï traverse une crise intérieure profonde. Dépression, conversion, crise morale, c'est un peu tout à la fois. Et rien ne sera plus comme avant. Tolstoï ne verra désormais la vie que sous le prisme de la mort, toute activité devenant absurde ou condamnable, à commencer par la littérature. On date cette crise des années 1880, année de Ma confession, des Mémoires d'un fou, de la mort d'Ivan Ilitch. Mais les prémices sont à chercher bien plus tôt. En 1869, au cours d'un voyage, Tolstoï entrevoit sa mort. Luba Jørgensen. Lors d'une nuit passée dans une auberge à Arzamas, apparaît soudain cette grande question qui le hantait déjà dans Guerre et Paix, on la retrouve dans Guerre et Paix, la question « à quoi bon ?» D'accord, je vais acheter ce domaine et ça sert à quoi? Et Tolstoï à ce moment-là est un père de famille heureux, et en plus il est reconnu en tant qu'écrivain, donc rien ne justifie du point de vue extérieur cet effondrement. Et pourtant c'est une crise qui va durer plusieurs années et qui va donner un certain nombre d'écrits, dont Qu'est-ce que l'art? Ce texte qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on ne sait pas trop comment l'interpréter, dans lequel Tolstoï finalement jette à la poubelle la majeure partie de la littérature, de l'art européen, et dont ses propres œuvres, dont une bonne partie de ses propres œuvres. Et parmi les interrogations qui ont pu être formulées à propos de ce texte, on a pu se demander si justement ce n'est pas son réalisme, si ce n'est pas un pôle extrême du réalisme qui s'est exprimé dans ce traité. Moi, je dirais que, encore une fois, c'est un avis très personnel. Moi, il me semble que c'est exprimé, entre autres, dans cette crise spirituelle, une sorte d'angoisse devant la modernité que Tolstoï sentait poindre et qui sentait aussi en lui. C'est-à-dire, c'est quand même pas un hasard si le traité Qu'est-ce que l'art est aussi une réaction à l'apparition du symbolisme en France. Et si cette grande invective contre l'art démarre en fait comme une critique de l'art contemporain à Tolstoï et de nouvelles formes de représentation justement qui s'écartent du réalisme. Tolstoï sentait que l'espace esthétique européen était gros d'une nouvelle forme d'art
Et je pense que l'angoisse que ça a pu engendrer a contribué à donner à sa crise spirituelle cette forme de refus de l'art. Vous savez qu'il y a les œuvres de fiction qui sont de la première moitié de sa vie, puis il s'est converti, disons, en 80, il a répudié même sa littérature, et il a écrit des textes théoriques contre l'État, contre l'Église, contre l'armée, contre la justice de classe. Dominique Fernandez. Propositions sur la famine, sur tous les grands problèmes de l'actualité russe, et il dénonce avec une violence extraordinaire, au point qu'il se fait excommunier, vous savez, vers 1900, après son roman Résurrection, il décrit la messe comme une chose grotesque et mais tout, il s'engage à fond contre la prison, contre la torture, contre le knout, C'est vraiment un homme engagé comme Zola. Sa façon, c'est très différent, parce que lui, il était plus mystique, Tolstoï, et religieux à sa façon. Mais c'est un vrai combattant. C'est ça qui est passionnant, parce qu'il avait tout. Il était contre Tolstoï, riche, il avait une magnifique propriété. Il aurait pu très bien se contenter d'écrire, comme Tourguenieff, par exemple. Mais non, il était en révolte contre son propre milieu, contre sa classe. Et ça, je trouve ça très, très beau. Le philosophe russe Berdiaïev écrivait « Il serait possible de définir deux modèles, deux types d'âmes parmi les hommes, l'un inclinant à l'esprit de Tolstoï, l'autre à celui de Dostoïevski. L'expérience confirme cette vue. Un lecteur pourra les regarder comme les deux plus grands maîtres du roman, c'est-à-dire qu'il pourra trouver chez eux la peinture de la vie la plus complète et la plus pénétrante. Mais pressez-le, et il va choisir entre eux. S'il vous dit lequel il préfère, et pourquoi vous aurez pénétré, je crois, sa propre nature. Le choix entre Tolstoï et Dostoïevski préfigure ce que les existentialistes appellent un engagement. Il implique l'une ou l'autre de deux interprétations radicalement opposées de la destinée humaine, de l'avenir historique et du mystère de Dieu. George Steiner, Tolstoï ou Dostoïevski. Tolstoï et Dostoïevski, c'est un drôle de couple, parce que l'un des grands paradoxes de la vie littéraire de leur époque, c'est qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Laure Troubetskoy. Ils se lisaient l'un l'autre, bien entendu. Ils suivaient avec beaucoup d'attention leurs productions respectives, mais ils ne se sont jamais rencontrés, bien qu'il y ait une sorte de polémique entre eux, notamment entre l'adolescent de Dostoïevski et les grands romans de Tolstoï. Le monde de Dostoïevski est beaucoup plus chaotique. C'est un monde où les structures traditionnelles, la famille, les structures patriarcales sont en voie de désagrégation. C'est un monde aussi où la nature n'a pas de place, puisque l'univers de Dostoïevski est exclusivement urbain, il n'y a pas de description de la nature. Et c'est un monde de très forte concentration dramatique. L'action est toujours extrêmement concentrée, avec ces espèces de brusques explosions que sont des grandes scènes, souvent de scandales. Il y a une espèce d'intensité dramatique qui correspond au désir au désir de Dostoïevski d'aller chercher ce qu'il y a d'humain en l'homme, comme il le dit, c'est-à-dire d'aller au plus profond de la nature humaine. Alors que Tolstoï est tout entier dans la durée et dans l'inscription de la durée humaine dans celle de la nature, et l'inscription de l'histoire aussi dans la durée de la nature, puisque le temps de l'histoire est chez lui intimement lié au temps des générations humaines. Alors, il peut paraître paradoxal, effectivement, sur le plan purement sociologique, que les soviétiques se soient beaucoup réclamés de Tolstoï, mais c'est lié à toute la période où s'est élaboré le réalisme socialiste, affirmé dans la première moitié des années 1930, et notamment à l'occasion du premier congrès des écrivains soviétiques en 1934. Tolstoï, c'est pour les soviétiques le modèle du grand roman épique,
les soviétiques ont usé et abusé de cette référence à l'épopée pour désigner le grand roman qui embrasse à la fois la totalité de la vie et une grande période historique. Et c'est ce modèle-là, et ce sont les soviétiques qui ont beaucoup insisté sur le réalisme de Tolstoï. Lénine avait écrit que Tolstoï, c'était le miroir de la révolution russe. Donc miroir, réalisme, on est en plein dedans. Et Tolstoï va être véritablement présenté comme modèle d'écriture à tous les nouveaux écrivains soviétiques, en réaction contre l'écriture extrêmement fleurie, ornée, qu'on a appelé la prose ornementale, qui dominait la création soviétique dans les années 20. Donc on a pris cette capacité extraordinaire qu'a Tolstoï à faire vivre tout un monde comme modèle pour les écrivains qui devaient présenter un tableau de la société soviétique à la fois actuelle et future, puisqu'il s'agissait toujours de montrer les perspectives de l'avenir dans le présent. Donc il y a eu tout un appel au Tolstoï rouge, littéralement, ce qui a aussi aidé les soviétiques à cette opération de récupération de Tolstoï. Ce sont les positions que Tolstoï avait prises contre l'Église institutionnelle, par exemple. Tolstoï avait cette stature de grand colosse opposé aux toutes les hypocrisies et à toutes les conventions. Donc c'est ce Tolstoï-là que les soviétiques ont repris. Mais en revanche, ce qui était inacceptable pour les soviétiques, c'était d'abord l'engagement religieux de Dostoïevski, qui se faisait beaucoup plus dans le cadre de l'Église orthodoxe que la quête de Tolstoï, qu'il avait au contraire amené à la rupture avec l'Église. Et puis alors le roman absolument proscrit, c'était Les démons. Les démons qu'on a connus autrefois en français sous le titre Les possédés. Les démons où Dostoïevski annonçait de façon tout à fait prophétique tous les dangers de la révolution en Russie. Et c'est un roman qui a été longtemps interdit en Russie soviétique, qui n'a été réédité que très tard, et qui était inversement le roman culte de tous les dissidents ou même contestataires qui se le procuraient et qui le lisaient. Yasna Polyana, 27 décembre 1890. Je n'ai pas écrit mon journal hier. Je n'aime pas les fêtes, l'oisiveté, l'agitation qu'elles entraînent, ni cet effort que tout le monde fait pour s'amuser. Ce matin, j'ai commencé Le sens de la vie de Rod et n'ai pas pu m'arracher à cette lecture. Quelle subtilité, quelle intelligence, quelle sincérité devant tous les problèmes de l'existence. Avec quelle vérité et quelle simplicité il examine toutes les situations graves que crée la vie quotidienne. Et la langue est magnifique. Ce livre a réveillé en moi l'intérêt depuis longtemps assoupi pour tout ce qui touche à la vie spirituelle. J'ai senti tout à coup la possibilité de rejeter la doctrine opprimante de Lyovochka, de me créer une vie intime qui n'appartint qu'à moi. Enfin la possibilité d'une renaissance spirituelle. Sophie Tolstoï, Journal. L'histoire du couple Tolstoï est une des choses les plus extravagantes qui soit. Ils se marient, lui, à 34 ans, elle a 18, et puis ils tiennent chacun leur journal pendant 48 ans. Donc 48 ans de mariage, 13 enfants, et ils ne se supportaient pas. Et ils se lançaient des critiques réciproques, des vannes terribles. Par exemple, elle disait, oui, Tolstoï va couper du bois pour faire singer le paysan, mais c'est dans une blouse brodée par ses domestiques. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Pour elle, c'était le grand seigneur qui jouait à être au niveau de ses paysans, alors que lui, je crois, était convaincu, mais lui-même était plein de contradictions. Mais alors, ce rapport des deux époux est tout à fait curieux, parce que, et quand il est parti, il a rompu, il est parti, une nuit, il s'est sauvé sans prévenir sa femme,
avec sa fille uniquement, sa fille cadette. Il est parti, puis il est tombé malade. Donc on l'a débarqué dans une gare, et il a interdit qu'on prévienne sa femme. Et la femme a été prévenue par un médecin, par la charité d'un médecin. Elle est accourue dans la petite gare, mais il n'a pas voulu la voir. Elle est restée dans le wagon 8 jours pendant qu'il agonisait. Il n'a plus jamais parlé, c'est extraordinaire. Après 48 ans de mariage et 13 enfants. Et il faut dire qu'elle était une femme admirable. C'est elle qui a recopié tous les manuscrits qui étaient extrêmement raturés de Tolstoï. Elle a recopié 7 fois Guerre et paix, avec une abnégation extraordinaire. Elle a défendu ses œuvres, même celles qu'elle n'aimait pas. Et c'est elle qui s'occupait de la maison, d'éducation des enfants, du ménage, enfin de la maisonnée énorme, parce qu'il y avait quand même 15 domestiques, il y avait toujours 20 personnes à table. Et c'est elle qui avait tout sur le dos. Il y avait toutes sortes de personnes qui passaient aussi, qui venaient. Il y avait des invités illustres, il y avait Tourguenieff, il y avait Rachmaninov, il y avait tout le monde passait. C'était surtout, plus il vieillissait, plus c'était un écrivain international. Je veux dire, le monde entier venait le voir. Il y avait des Français aussi qui sont venus le voir, enfin du monde entier. Et donc c'était très lourd. Et lui s'occupait de rien. Il disait, moi, je suis pauvre, je veux être seul. Mais n'empêche qu'il forçait sa femme à recevoir tout ça. Et donc, ce couple très, très curieux, et il ne pouvait pas se passer l'un de l'autre, et en même temps, il ne pouvait pas se supporter. Un peu comme si l'approche de la mort l'avait libéré et qu'il avait enfin osé s'en aller. Oui, non, il est parti. Il a plusieurs fois essayé de partir avant. Puis au dernier moment, il écrivait une longue lettre à sa femme, on disait, il faut que je parte, etc. Puis finalement, il restait. Et la femme a essayé de se suicider plusieurs fois. Elle se jetait dans les temps, la repêchait. Et c'est toujours ce conflit passionnel comme ça. Et alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on a les deux journaux croisés. Les journaux croisés, et c'est tout à fait... Jour par jour, on peut voir, ils commentaient d'une façon différente les mêmes événements, chacun de son point de vue. Il est parti à la recherche de sa mort. Ça c'est une chose qui me bouleverse toujours quand j'y pense. Cette mort où il y avait tout le monde qui arrivait. Maman racontait qu'il y avait une espèce de ville sur roue. Parce qu'arrivaient les correspondants du monde entier, il n'y avait rien, il n'y avait même pas une auberge. Alors tout le monde vivait dans les wagons. La mort de Tolstoï d'abord, c'est une mort qui est survenue dans des circonstances dramatiques, qui d'une certaine façon a porté une sorte de conclusion logique à son existence, puisqu'il est mort en quittant son domicile et par conséquent en suivant la voie qu'il préconisait pendant ces dernières années, qui était celle de la simplification, du retour à la vie simple. En fait, ce qu'il quittait, c'était l'existence de grand seigneur à laquelle, à la fin de sa vie, il se résignait difficilement. Donc, c'est en quittant sa maison que il a eu une attaque de pneumonie, il en est mort, et donc il est mort dans une petite gare, en pèlerin finalement, pèlerin de l'absolu, a-t-on dit, et son corps ensuite a été ramené dans son domaine de Yasnaya Poliana, où effectivement ses obsèques ont été suivies par une foule innombrable, composée évidemment des gens de la région, mais aussi de gens venus de toute la Russie. En particulier, on peut citer les souvenirs du poète Boris Pasternak, qui à ce moment-là avait 20 ans et qui a été emmené par son père, le peintre Léonid Pasternak, qui avait illustré Tolstoï, pour assister à cette cérémonie. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Évidemment, les Russes qui sont venus assister à ses obsèques se comptent par milliers. Il a été enterré dans sa propriété de Yasnaya Poliana, où donc sa tombe se trouve toujours sans aucun monument, sous un bouquet d'arbres, dans la forêt de son domaine de Yasnaya Poliana. C'est à 200 km au sud de Moscou, c'est complètement isolé. Il reste 400 hectares du parc sur 2000 qu'il y avait. Mais quand on dit parc, c'est pas ça du tout, parce que c'est la nature. C'est des forêts, de bouleaux, des bois, une rivière. C'est merveilleux. Et la maison, c'est un manoir blanc, assez grand, mais pas tellement, quand on pense qu'il avait 13 enfants. Et les domestiques, c'est pas du tout luxueux. C'est une gentilhommière de campagne. Et c'est la plus belle maison d'écrivain que je connaisse, parce que d'habitude, les maisons d'écrivains sont ou des maisons d'enfance qui quittent après, comme Combourg ou Chateaubriand, ou des maisons que l'écrivain achète quand il a réussi. Tolstoï est né à Yasnaya Poliana, il a vécu pratiquement toute sa vie, il a écrit toutes ses grandes œuvres, et il l'a quitté juste pour aller mourir 15 jours après. Donc c'est 80 ans de vie inscrite dans cette maison. Il y a les meubles, les objets, les livres, il y a sa bibliothèque, il changeait de pièce selon les livres qu'il écrivait. Et ça, c'est extrêmement émouvant. Et il y a l'écurie, parce que c'était un grand cavalier, vous savez, et
Sa chambre, c'est une cellule avec un petit lit de fer, avec un petit couvre-pied blanc, vous savez, comme dans les petites auberges de campagne, un pot à eau. Enfin, c'est extrêmement simple et c'est imprégné de sa présence. Et ça, c'est très beau, je trouve. Colette Tolstoï, il y a un dernier lieu qu'il faut évoquer, c'est la gare d'Astapovo, où Tolstoï est mort, qui est resté un musée. Oui, c'est très impressionnant parce que la première chose en arrivant, déjà, on se dit, est-ce que ma montre est arrêtée ou pas? Parce que la pendule sur le quai de la gare est restée depuis 98 ans, à l'heure à laquelle est mort Léon Tolstoï. Et puis vous avez aussi la locomotive qui a transporté son corps, qui est là, sur la voie. Donc, et dans cette maison, cette petite maison, donc, qui était habité par celui qui dirigeait la gare d'Astapovo, parce que c'était, vous savez, en Russie, il y a des grades pour tout, comme vous savez. Et comme il était très malade, puisqu'il avait cette pneumonie terrible, donc on l'a descendu du train et on l'a mis chez ce chef de gare. Et la chambre n'a pas bougé. Rien, le papier est resté le même. Et quand il est mort, ils ont dessiné l'ombre de son profil sur le mur. Il y a sa bouteille d'eau, son verre, ses vêtements. C'est extraordinaire. Les écrivains de la génération suivante l'ont très bien senti. 1910, l'année de la mort de Tolstoï, c'est le début d'une période nouvelle. C'est, Bloch le souligne dans sa préface à Châtiment, la crise du symbolisme et le début de mouvements d'avant-garde, puisque effectivement 1910, c'est notamment la naissance du mouvement futuriste. Et il est significatif qu'un universitaire américain ait publié assez récemment, en 1996 je crois, un ouvrage qui s'appelle 1910, The Emancipation of Dissonance. 1910, la libération, l'émancipation de la dissonance. C'est un ouvrage dans lequel il ne s'agit pas de Tolstoï, mais qui montre comment la dissonance se trouve, à partir de 1910, érigée en principe esthétique. Il prend notamment l'exemple de Schoenberg et de son système atonal dans le domaine de la musique et de l'expressionnisme allemand en peinture. Donc effectivement, c'est peut-être aussi ce qui a frappé, ce qu'ont senti les contemporains, c'est qu'il y avait chez Tolstoï, certes, une contradiction fondamentale entre ses exigences éthiques et le principe de la vie telle qu'elle s'exprimait dans son art, mais il y avait aussi une sorte d'harmonie encore entre éthique et esthétique qui n'existera plus sous cette forme dans le monde de la modernité. C'était Une vie, une œuvre, Léon Tolstoï, de l'amour de la vie à la quête de la perfection. Avec Michel Aucouturier, Laure Trubetskoy, Luba Jurgenson, Dominique Fernandez, Colette Tolstoï, et avec les voix de Tatiana Albertini-Tolstoï et Vladimir Jankelevitch. Texte lu par Christophe Brault, prise de son Jean-Richard Dufour, documentation INA Hervé Evano. Mixage Jean-François Néolier, un documentaire de Laetitia Leguet réalisé par Pascal Rayet.